L'actualité à la une ce soir, l'annonce récemment du réseau social WhatsApp de changer ses conditions d'utilisation crée la panique chez les utilisateurs. De nombreux utilisateurs n'ont pas manqué d'exprimer leurs craintes, voire de voir leurs données confidentielles partagées avec Facebook, la maison mère de la messagerie. Que faut-il comprendre dans cette affaire? Quels sont les risques auxquels les utilisateurs sont exposés? On en parle dans ce journal et on reçoit Younoussa Sanfo, expert en cybersécurité et en investigation numérique pour plus d'éclairage. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Dans le journal également, faut-il s'inquiéter de l'utilisation des couches jetables pour bébés? Sur le marché burkinabé, leurs prix sont de plus en plus abordables et selon les spécialistes, certains modèles de ces couches jetables comportent des substances chimiques qui nuisent à la santé des bébés. Que faire alors? On vous explique tout dans cette édition. Et dans cette édition, un bilan très lourd au Darfour après les affrontements intercommunautaires depuis le samedi 16 janvier. Une cinquantaine de morts et près d'une centaine de blessés. Ces violences sont les plus meurtrières depuis la fin du 31 décembre, la fin de la mission de la paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour, un retrait qui avait fait craindre une escalade des violences dans cette vaste région. Ce sont là les titres de ce journal unique. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Dans l'actualité ce soir, nous revenons sur les événements du 16 janvier 2016. Il vous souviendra que ce jour-là, la capitale burkinabé a été le théâtre de la première attaque terroriste d'envergure avec comme principale cible le café-resto Cappuccino. 5 ans après, Cappuccino survit et refuse de se plier à une situation devenue difficile. Le café est resté ouvert au public après un renforcement de son dispositif sécuritaire, mais quelques difficultés subsistent selon le responsable. Retour sur les lieux avec Moussa Ouedraogo et Vincent Tiendabego. Un samedi matin sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Cette stèle nouvellement ornée ne passe pas inaperçue. Elle rappelle un événement douloureux subi par le peuple burkinabé. Le 16 janvier 2016, Ouagadougou est frappé d'un attentat terroriste visant le café Taxi Brousse, Splendid Hotel et surtout le café Cappuccino. Les dégâts sont énormes, une trentaine de personnes de plusieurs nationalités tuées. Et depuis, les tenants des lieux refusent la fatalité et tentent de se remettre, aidés par certains inconditionnels qui continuent à fréquenter le restaurant. Il y a des gens qui quittent jusqu'à la piédaterie et qui habitent à l'Inquiéta, qui passent par le Cappuccino, payer juste une baguette et puis continuer. Donc s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. On était allé sur une nouvelle base au ministère du Commerce pour pouvoir reconstituer une nouvelle structure qui se nomme New Cappuccino. Donc on a décidé de créer une nouvelle structure, mais on a décidé de ne pas changer de nom. Parce que changer de nom, c'est donner raison à ceux qui ont posé l'acte. Cependant, le Cappuccino est toujours loin du compte, selon les responsables. Le promoteur, absent à notre passage, a fait des investissements colossaux dans la sécurisation du site avec des équipements assez sophistiqués. L'entreprise New Cappuccino se porte très mal, voilà, parce qu'on a tellement de difficultés qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Parce qu'il faut dire que les événements du 15 janvier 2016 ont laissé beaucoup de séquelles, voilà, qui rendent les tâches difficiles. Il faut dire qu'il y a eu quand même une deuxième attaque sur l'avenue Kwame Nkrumah le 13 août. Et bon, ça fait qu'on avait surnommé l'avenue de la mort. Donc c'est devenu désert. Et donc tous ceux qui sont situés sur le long de l'avenue Kwame Nkrumah souffrent réellement. Il faut noter qu'après cet triste événement, quand la structure a voulu se le mettre en place pour faire apparaître la notion de la résilience, pour ne pas donner raison à tous ceux qui ont posé cet acte ignoble, il faut se dire que sur le plan juridique, on ne pouvait pas reconstituer la société. Voilà, parce qu'il y avait des enquêtes qui étaient en cours, voilà, au niveau de la justice. Et il faut se dire que jusque-là, on n'a pas encore délibéré sur ce qui s'est passé le 15 janvier. Les attentats du 16 janvier n'ont pas eu raison de la vie sur Kwame Nkrumah. Malgré l'impact encore remarquable, la plus belle avenue de Ouagadougou, comme certains la surnommaient, attaquée plus d'une fois, survit dans un contexte toujours difficile. Je le disais en titre, l'utilisation des réseaux sociaux sujette à polémique depuis quelque temps.
Le réseau social WhatsApp est devenu la propriété de Facebook depuis 2014 et c'est maintenant qu'il annonce la modification de la politique de confidentialité de WhatsApp. Que faut-il comprendre dans cette affaire? Quels sont les risques auxquels les utilisateurs sont exposés? Nous sommes intéressés au sujet. Élément de réponse avec Adama Guiti et Sekou Zongo. Les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp entrent en vigueur le 8 février 2021. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. WhatsApp, propriété de Facebook depuis 2014, épouse désormais les conditions d'utilisation de son propriétaire. Voici ce qu'en pensent quelques utilisateurs de l'application que nous avons rencontrés. Nous, on n'est pas d'accord. On n'a pas le choix, sinon on n'a pas d'accord. Vraiment, on n'est pas content. C'est pas une bonne chose. C'est même pas intéressant. Moi, je pense que du moment où c'est l'actionnaire, ou bien c'est le propriétaire même de Facebook qui a pu acheter WhatsApp, là, je pense que si on passe sur cette base-là, seulement là, la confidentialité ne peut pas être, comment dirais-je, au top à 100%, parce que Facebook même en général même n'est pas trop sécurisé même. Donc si c'est le même gars encore qui vient acheter WhatsApp, on doit se poser des questions. Donc moi je pense que bon, là c'est pas trop rassurant quoi. Moi-même mon WhatsApp, quand tu m'envoies un fichier, même après si tu supprimes, j'ai toujours des fichiers. Donc là ça m'inquiète vraiment. Eh bien, l'inquiétude est d'autant plus fondée car l'utilisateur n'est pas tout le temps informé de la destination de ces données à caractère personnel. Personne ne dit « je collecte vos données dans le but de les vendre ». Il ne le dit pas de cette façon. Il le dit à travers les clauses contractuelles que vous signez lorsque vous créez un email, un compte Facebook ou tout autre compte, Google, WhatsApp et consorts. Avant de créer un compte, vous devez valider les clauses d'utilisation. Et dans ces clauses d'utilisation, il est écrit noir sur blanc, que toutes les informations qui sont contenues dans votre boîte email, par exemple, appartiennent à l'opérateur qui vous a fourni ces services. Et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils vont jusqu'à dire qu'ils peuvent les vendre. Mais attention, ne tombons pas dans l'exagération, rassure l'expert Younoussa Sanfou. Il ne s'agit pas de mettre les informations à caractère personnel sur la place publique. Ces sociétés-là ne vont pas déballer le contenu de vos messages. Ils ne vont pas, de but en blanc, mettre ces données sur la place publique. Non, ils les utilisent pour gagner de l'argent et ce qu'ils utilisent, ce sont nos habitudes. Par exemple, si je vous demande où étiez-vous le 17 octobre 2018, vous ne pouvez pas me le dire. Eh bien, cette information est sur votre téléphone. Qui est-ce que vous avez rencontré le 3 mai l'année dernière? Vous ne le savez pas, votre téléphone le sait. Cette information se trouve soit sur votre téléphone, soit dans les données, par exemple, d'un opérateur de téléphonie mobile, ou alors sur des sites internet. Ce sont là les réalités d'utilisation des réseaux sociaux et même des services internet de façon générale. Le monde de la technologie est en marche et il serait incongru de ramer à contre-courant. Toutefois, il y a des précautions à prendre selon l'expert en cybersécurité. C'est difficile, voire impossible, de lutter contre la technologie. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y a des gens qui disaient « moi, le téléphone portable, je ne vais jamais l'utiliser ». Hein? Aujourd'hui, ils ont 3 téléphones portables. Ce que je peux suggérer aux gens, c'est d'utiliser des applications open source. Qu'est-ce que c'est? C'est une application dont les sources, c'est-à-dire les secrets de fabrication de cette application-là sont disponibles. C'est ce qui nous permet de dire clairement que Signal, aujourd'hui, Signal ne capture pas des informations à caractère personnel pour les partager. Les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment WhatsApp, sont donc prévenus. Faire avec l'évolution technologique, mais rester prudent tout en sachant ce qu'on y publie. Il faut préciser que face au tollé général suscité par cette information, WhatsApp a reculé et repousse sa date butoir jusqu'en mai 2021. Et je le disais en titre également, pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec Younoussa Sanfou. Bonsoir.
Bonsoir, M. Kindo. Vous êtes expert en cybersécurité, en investigation numérique. On l'a vu dans l'élément qui est passé. Et merci de venir répondre à nos questions. D'abord, on parle de données, protection des données à caractère personnel. Et c'est une question encore ambiguë pour bon nombre de citoyens. Que faut-il comprendre par cette notion? Les données à caractère personnel sont toutes les informations qui concernent votre identité, mais aussi les informations qui concernent vos habitudes. Par exemple, dans la journée, vous faites des déplacements et puis vous vous trouvez à plusieurs endroits différents. Ces points de localisation-là sont des données à caractère personnel. Oui, et avec l'annonce de WhatsApp, c'est la panique pour beaucoup d'utilisateurs de savoir que les conditions d'utilisation de WhatsApp changent. Et c'est également une peur légitime, à notre avis, pour les utilisateurs de ce réseau social. Est-ce que c'est votre avis également? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. En général, sur Internet, le modèle économique le plus dominant, c'est qu'on vous propose des applications et des services gratuits. Vous ne payez pas pour les utiliser. La contrepartie, justement, on ne communique pas là-dessus à chaque fois, c'est que la contrepartie, ce sont justement ces informations qui vous concernent. Et parfois, ça peut aller très loin dans votre vie privée. Des informations que vous stockez sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs, parfois peuvent être utilisées pour faire de la segmentation. La segmentation, c'est le fait d'utiliser vos habitudes pour pouvoir vous proposer des choses, par exemple une voiture, une maison, ainsi de suite. Oui. Et on l'a vu dans l'élément, vous semblez conseiller les utilisateurs de WhatsApp de migrer vers Signal. Oui, je disais que parmi les applications qui sont utilisées et qui utilisent des informations à caractère confidentiel ou nos données à caractère personnel, mieux vaut privilégier les applications open source. Ce sont des applications où n'importe quel informaticien qui s'y connaît peut aller voir comment l'application est codée et vérifier si il y a des évasions de données, oui ou non. Donc, Signal, justement, est réputé être une application qui ne contrevient pas à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel de ses utilisateurs. Et on voit aussi qu'à côté de WhatsApp, il y a Telegram qui appartient aux Russes, je crois. Exactement. Mais Telegram n'a pas le même fonctionnement que WhatsApp. Telegram ne garde pas les informations qui circulent sur son réseau. Ils font à peu près comme Signal. Oui. Et Monsieur Sanfo, donc vous nous inquiétez, vous nous rassurez en même temps, mais est-ce que cela veut dire que le monde est définitivement sous le contrôle de la technologie? Comment en sortir? Non, je ne dirais pas que le monde est sous le contrôle de la technologie, pas pour l'instant. Mais il faut quand même observer des événements. La semaine dernière, je crois, il y a 10 jours environ, Facebook a annoncé que des militaires français et des militaires russes espionnaient des pays africains et avaient même créé des faux comptes sur Facebook pour créer des messages, des faux messages, pour faire de la désinformation dans 2 pays africains. Ça, c'est Facebook qui le dit. Donc, et encore cette semaine, Twitter a coupé la communication du président Trump, qui est toujours président. Et une entreprise américaine a eu la possibilité de couper sa communication. Effectivement, on peut se poser des questions. WhatsApp, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs. 2,5 milliards d'utilisateurs. Avec leur numéro de téléphone, avec des informations qui les concernent, sur un serveur qui appartient à une entreprise privée. On peut se poser des questions, effectivement, sur l'avenir du monde, avec de puissantes
entreprises qui disposent d'autant d'informations sur les êtres humains, sur les citoyens dans tous les pays. Oui, et après ces questions, on fait quoi? Je pense qu'il faut être sage. Il faut être sage. Ce sont des outils de communication. Nous ne sommes pas obligés de mettre toute notre vie sur la place publique. Facebook, c'est la place publique. Nous ne sommes pas obligés de diffuser tout ce qui nous concerne sur Internet. Parce qu'une simple photo que vous prenez et que vous mettez sur Facebook, bon, il ne faut pas qu'on focalise trop sur Facebook, que vous mettez sur Internet, eh bien, sur la photo, il y a d'autres informations, ça s'appelle des métadonnées. Il y a des informations, par exemple, sur où a été prise la photo. Plus d'autres informations qui peuvent intéresser non seulement ceux qui les utilisent pour gagner de l'argent, mais qui peut intéresser aussi des personnes qui peuvent parfois être mal intentionnées. Merci à vous, Younoussa Sanfo, d'être venu nous parler de tous ces changements, de nous rassurer également. On vous recevra certainement pour développer davantage en d'autres occasions. Merci d'être venu répondre à nos questions. Dans le journal également, une question. La santé de nos bébés est-elle menacée par les couches, surtout celles jetables? La question doit être plus sérieuse car selon les spécialistes, certains modèles de ces couches jetables comportent des substances chimiques qui nuisent à la santé des bébés. Et pourtant, ces dernières années, on assiste à une prolifération de ces produits sur le marché burkinabé. Son coût est devenu accessible pour beaucoup de parents, mais faut-il vraiment s'inquiéter pour nos bébés? Explication avec Nongba Kouda et Amadine Lansaga. Changer les couches de son bébé. Jadis peu accessible, de nos jours, la scène est devenue ordinaire. Fatoumata Diallo vient de se procurer une couche pour sa fille à seulement 100 francs CFA. Je suis venue acheter des couches pour mon enfant. Quand il fait ses besoins, ça ne nous salue plus. Dans les marchés, à la maison ou à la maternité, l'utilisation de ces articles de toilette semble devenir un phénomène de mode. Et les femmes y mettent un point d'honneur. Quand je mets mon enfant au dos, même s'il fait ses besoins, je suis tranquille. C'est vraiment très bien. Maintenant, on est sauvé. Avant les couches, vraiment, c'était difficile. Parce qu'il fallait utiliser les morceaux de tissu de paille là. Mais maintenant, là, tout est facile. Dans les différents points de vente, les couches s'arrachent comme de petits pains. Ces accessoires de toilette pour bébés sont proposés pour toutes les qualités et pour toutes les bourses. Des couches culottes, à la colle, jetables ou lavables. On y trouve sur le marché plusieurs marques aussi variées que diversifiées. Auparavant, il faut que tu payes le paquet à 1000 et quelques. Mais maintenant, tu peux avoir 1 à 100 francs pour échanger ton enfant. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est devenu un peu facile pour tout le monde, quoi. Il y a autre marque qui ne vont pas mettre le nom, quoi. Il y en a beaucoup, quoi. Les femmes payent seulement, quoi. Si le marché, ça marche, une seule journée, on peut vendre à 60 000, 50 000 en nana. Si le marché est bon, quoi. Si la prolifération des couches fait le bonheur des commerçants, elle suscite tout de même une inquiétude chez certaines femmes. Chacun utilise ce qui le plaît, bon. Et selon ses moyens aussi. Et que souvent, ce qui est trop facile là aussi, là, il y a des conséquences souvent aussi. Nous aussi, on parle, on tâtonne, on ne sait pas ce qui est bien ou pas. On tâtonne, on prend. Puis si ça ne va pas, on change. Une inquiétude partagée ici à la pédiatrie Charles de Gaulle. Des spécialistes appellent à la vigilance. Vraiment lieu de s'inquiéter. Si les couches ne répondent pas aux normes, donc ça va entraîner ce qu'on appelle l'érythème fessier. En dehors des rougeurs là, pour le moment, on ne fait pas le constat, mais même il y a des composants cancérigènes. Donc ces enfants-là peuvent courir également le risque de développer des cancers de peau ou des cancers des organes qui sont en contact avec la couche. Dr Belenviré attire également l'attention des femmes sur le mode d'utilisation des couches. Avant de porter la couche là,
bien le nettoyer et il faut que il soit vraiment bien, la peau soit sèche avant de porter la couche et si possible appliquer des crèmes de change ou bien mettre du beurre de qualité avant de porter la couche. Pour la santé des tout petits, il y a une régulation à opérer pour éviter l'entrée de couches de mauvaise qualité. C'est du moins l'avis des spécialistes. À Dédougou dans le Moun, beaucoup d'enfants sont abandonnés chaque année et entre janvier 2020 et janvier 2021, plus d'une cinquantaine d'enfants abandonnés sont enregistrés dans les centres d'accueil de la ville, mais aussi dans des familles. La pauvreté et la misère sociale poussent à l'abandon, mais pas seulement. La contestation de paternité et les cas d'inceste sont aussi les moteurs principaux. Plus de détails avec Yves Rwamba et Karim Ouedraogo sur place à Dédougou. Rejetée par son propre père, elle est accueillie ici à l'orphelinat Sainte-Cécile de Dédougou. Comme cette petite, ils sont nombreux, ces enfants privés de famille dans la région de la Boukou du Mouhoun. En 2 ans, soit de 2019 à 2021, la région a enregistré plus de 50 cas. Les enfants privés de famille, en ce moment, on peut parler maintenant des enfants trouvés, des enfants déclarés abandonnés. Voilà. Maintenant, un enfant trouvé, c'est ça maintenant qu'en fait souvent les gens disent enfant abandonné. Un enfant trouvé, c'est un enfant qui a été retrouvé seul dans un endroit, notamment ça peut être dans une fosse septique, sur un tas d'immondices, dans des ruines ou bien derrière un buisson. À la date du 12 janvier 2021, je pense que la région de la Boukou du Mouhoun a connu 54 cas. Ces enfants privés de famille ou enfants abandonnés sont placés dans des centres ou des familles d'accueil avec le concours des services concernés. Les causes de ce phénomène sont multiples. En tout cas, les plus fréquentes déjà, c'est la pauvreté. La pauvreté. Et il y a également les cas de recherche, de contestation de paternité. Il y a aussi des cas d'inceste. Ici à Sainte-Cécile, le centre accueille actuellement 50 enfants. La plupart de ces enfants sont inscrits dans les établissements scolaires au sein du centre. En plus de l'orphelinat Sainte-Cécile, environ 6 familles d'accueil dans la ville de Dédougou s'occupent de ces enfants abandonnés. Ici, au secteur 5, Madame Kouetane Diara Anastasie accueille actuellement 5 enfants. Depuis 2008, elle a accueilli au total 22 enfants. Et du fait qu'il n'y a pas assez de centres d'accueil, ça nous pose énormément de soucis. Mais quand cela ne tienne, notre ministère également a trouvé des palliatifs. Les palliatifs également, c'est ce qu'on appelle les familles d'accueil ou les assistantes maternelles, qui se sont déclarées volontaires pour accueillir des enfants en leur sein. Donc pour ce faire, en fait, elles reçoivent une formation, voilà, et ensuite on fait un dossier pour leur délivrer ce qu'on appelle un agrément. Malgré le soutien des services sociaux de l'État ou des personnes de bonne volonté à certains centres et familles d'accueil, des difficultés demeurent. Ces centres bénéficient d'un accompagnement financier du ministère et ça varie. Voilà, ça va de 100 000 à souvent 2 millions, 2 millions 500, ça dépend. Ouais. Nous rendons grâce à Dieu. Les enfants qui sont là, on arrive à les nourrir. Chacun est inscrit à l'école. Donc, sauf les 2 petites qui sont là. Les difficultés que nous rencontrons, il y a le souci pour la réinscription des enfants à l'école au niveau finance. Voilà, même les fournitures. Pour venir à bout de ce fléau, la direction régionale en charge de la femme et de l'action humanitaire et ses partenaires comptent redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Aller vers la planification et que tout rapport sexuel doit être protégé. Ça évite en fait tous ces désagréments. Et quand il y a ce type de situation aussi, au lieu qu'elles aillent gérer la situation, seulement je leur recommande de passer auprès des services sociaux pour nous essayer ensemble de trouver la solution. En fait, la plupart de ces filles qui jettent leur bébé, ce sont celles-là qui n'ont pas trouvé solution très souvent à leurs problèmes. On doit pouvoir interpeller l'auteur et puis essayer au moins à travers un certain nombre d'interventions, soit de l'amener à accepter ou au moins à prendre en charge en fait, la grossesse jusqu'à l'accouchement. Mon message est que tout être vivant, c'est un don de Dieu. Donc, nous n'avons pas le droit de rejeter ce que Dieu nous a donné. En plus de ces abandons d'enfants, on note aussi la violence faite à ces tout-petits, des fléaux qui ont la peau dure dans la région.
Et avant de poursuivre, dans notre édition d'hier, nous avons pu faire croire dans l'introduction du reportage concernant l'École nationale de santé publique que l'application d'un nouveau programme de formation en anesthésie-réanimation n'est pas du goût des élèves concernés. Eh bien, ce n'est pas le cas car c'est plutôt la SAMUB, la société savante, qui est vent debout contre cette application. Les étudiants, quant à eux, protestent pour que les cours et les stages reprennent simplement. Nous présentons nos excuses aux élèves de l'ENSP et à tous les téléspectateurs que nous avons pu tromper. Notre intention n'est jamais de vous livrer des informations erronées. Nous avons fait toujours le choix du professionnalisme dans notre travail. Et pour poursuivre, se frayer un chemin aux alentours du grand marché de la ville de Dori et dans les différents points de commerce les vendredis deviennent difficiles de plus en plus, surtout les jours de marché. Le code de route est foulé aux pieds par ces usagers et qui créent des embouteillages. Le constat est fait ce 15 janvier par Albert Mébier et Pini Dianyamou. Vendredi, jour de marché de Dori, ou encore jour du grand rendez-vous des habitants de 78 villages environnants. Chacun y converge, qui avec une moto, qui en charrette, qui avec un tricycle. Le code de la route est alors foulé aux pieds de ces usagers, aux alentours du grand marché. Des étalages sur la voie publique créent du coup des embouteillages. En tout cas, le jour de marché, la circulation vraiment, c'est très compliqué. Il y a de l'embouteillage. Il faut faire très attention, être vigilant. Disons, il y a d'autres qui circulent bien, il y a d'autres, franchement, eux aussi, ils ne circulent pas bien parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne se sont pas imprégnés sur le code de la route et tout. J'ai souffert avant d'arriver même ici. Jusqu'au côté ici pour arriver, c'est là, tout est mélangé. Les charrettes sont là, les taxis-motos, les pousse-pousse, tout est mélangé. Il faut être prudent et doubler la vigilance. Ce n'est pas la population, mais c'est les autorités de Dori qui doivent voir comment ils doivent faire au moins pour eux. Si c'est qu'il y a un marché, ils doivent carrément les dégager. Et soit une place pour eux, comme ça quand ils viennent, ils vont carrément dégager du goudron et avoir leur place aussi pour faire eux aussi leur activité. Face à ce non-respect du code de la route et ces installations anarchiques, la police municipale joue la balle à terre, avec parfois des contraventions. Chaque vendredi, je mets des éléments sur le terrain pour essayer de désengorger aux alentours du marché et certaines artères beaucoup pratiquées pour rendre fluide la circulation. Mais ce n'est pas aussi aisé. Le rôle de la police municipale, c'est d'abord une police citoyenne. Alors, c'est la sensibilisation. Mais quand on sensibilise 1 ou 2, 3 fois, quand il n'y a pas de résultat, il faut aussi penser aussi à la répression. C'est par des amendes forfaitaires de simple police. On peut comprendre des gens qui ne sont pas de la localité qui empruntent. Mais tous les jours que Dieu fait, nous prenons des gens qui empruntent les sens interdits. En ce moment, ça devient de l'indiscipline. En tout état de cause, l'ignorance du code de la route par ses usagers, les installations anarchiques autour du grand marché reste une équation à résoudre afin de permettre une circulation fluide le jour de marché de la ville de Dori. À Fadan Gourma, dans la région de l'Est, l'association Boama célèbre la sortie de promotion de femmes et de jeunes filles formées en alphabétisation et au métier de tissage des pains faso d'Anfani. 24 apprenantes au total, elles ont reçu leur parchemin de fin de formation et aussi du matériel de travail. Ibrahim Sanou. L'association Boama effectue sa deuxième sortie de promotion des centres d'alphabétisation et de formation en métier. Au total, 24 femmes et jeunes filles reçoivent leur parchemin de fin de formation. Ces impétrants sont des mères éducatrices et des déplacés internes de la ville de Fadangourman. L'association Boama nous a appris à tisser et à parler et à écrire en langue gourmanchema. Nous allons continuer à apprendre et encadrer nos collègues aussi qui en ont besoin et de savoir lire et écrire en langue gourmanchema. 100%, c'est le taux de succès réalisé par ces apprenantes. Elles ont passé 1 an de formation pour celles en alphabétisation et 6 mois pour les apprenantes au métier de tissage. Et nous rêvons d'une région où 80 à 90% des populations sachent lire et écrire
dans leur langue nationale. Je crois que c'est véritablement toute la satisfaction qui est la nôtre au niveau de l'association Boama. Vous avez également donc de manière pratique ces dames qui ont appris à faire du tissage. C'est un acquis fort qui leur permettra de se prendre en charge, de prendre en charge en tout cas un certain nombre de dépenses au niveau donc de leur foyer, de leur famille. Là également on peut dire qu'il y a de la satisfaction. Les sortantes sont accompagnées par des kits d'installation. Les femmes déplacées internes ont également reçu des vivres. Depuis l'ouverture de ces centres en 2015, l'association Boama a formé 152 femmes en alphabétisation et 10 femmes au métier de tissage. Action Mama Africa, une ONG qui vient en aide aux communautés les plus pauvres de Ouagadougou, a procédé au ramassage de déchets plastiques considérés comme pollueurs de l'environnement, une initiative citoyenne qui marque le début de son programme Mon 6 mètres propre, destiné à assainir l'environnement autour de soi. Vincent Tiendrebeo. Nous sommes au quartier Gongain de Ouagadougou. Ce matin, ces enfants rassemblés par l'ONG Action Mama Africa parcourent les rues du quartier à la recherche de tout déchet plastique, grand pollueur de l'environnement car non biodégradable pour la plupart. C'est la première journée du programme Mon 6 mètres propre, initié par cette ONG. Aujourd'hui, on a lancé Mon 6 mètres propre. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire une campagne de sensibilisation sur les méfaits sanitaires, c'est-à-dire pour la santé des plastiques par terre. Il faut savoir qu'un sac plastique, un petit, il met entre 400 et 500 ans pour se dissoudre. Mais pendant ces 400-500 ans, il va polluer énormément l'air, la terre et les nappes phréatiques, donc l'eau. Donc c'est un danger qui est immédiat puisque le plastique est aussi un excellent réceptacle de microbes. Et donc les bactéries peuvent se développer. Et par ailleurs, c'est donc sur l'instant et c'est ensuite dans la durée, puisque le sol ne vont plus être aride, il n'y aura plus de la difficulté pour les plantations. Donc c'est une conscience mondiale que l'on doit avoir aujourd'hui. Il s'agit d'une sensibilisation à l'écologie. Une manière pour l'ONG Action Mama Africa d'apprendre aux enfants et à tout le monde à garder leur environnement toujours propre et débarrasser surtout de tout déchet plastique non biodégradable qui en réalité peut prendre plusieurs siècles pour disparaître dans la nature. L'ONG compte tenir cette activité une fois par mois. Un mot de culture dans ce journal, la 9e édition du Festival international de danse de Ouagadougou Fido se tient du 23 au 30 janvier 2021 à Ouagadougou, à l'Institut français et au Grain des Arts Vivants. Le thème choisi cette année, privation de liberté. Les organisateurs du festival étaient face à la presse à l'Institut français de Ouagadougou. C'était hier samedi pour présenter les principales activités du festival. Jean-Eudes Bayala, Sekou Zongo. Privation de liberté, c'est sous ce thème que s'ouvre le 23 janvier prochain le Festival international de danse de Ouagadougou, le FIDO. Un rendez-vous du donner et du recevoir, et pour cette 9e édition, plus de 20 compagnies de danse du Burkina et d'ailleurs sont attendues. Ces derniers temps, nos libertés ont été soumises à rude épreuve. On a plus de possibilité de faire beaucoup de choses parce que tout est géré par le terrorisme qui empêche les gens de venir nous voir, de venir chez nous parce qu'on dit qu'on est dangereux et les gens ne viennent pas chez nous. Donc c'est exceptionnel, tous les artistes qui viennent de l'étranger qui viennent quand même chez nous. Pour le FIDO, malgré tout ça, ils viennent. Dans ces moments très difficiles, je pense que la culture peut aider beaucoup. L'édition de 2021 se tient dans un contexte de crise sanitaire et les organisateurs invitent les festivaliers à se conformer aux consignes et dispositions qui seront mises en place. Il faut se laver les mains, le port du masque est obligatoire. On essaie en tout cas de faire le maximum et j'espère que le public va être très discipliné et va suivre toutes ces mesures-là un peu partout. La 9e édition du Festival international de danse de Ouagadougou se tient à l'Institut français et au Grain des Arts Vivants. Concerts, spectacles, rencontres, conférences, autant de moments de partage qui rythment toute la semaine.
Et puis à l'étranger, près de 50 morts dans des affrontements tribaux au Darfour occidental. Ces violences ont également fait près d'une centaine de blessés dans cette région de l'ouest du Soudan. Regardez. Le Darfour a une nouvelle fois connu la violence. Selon un nouveau bilan publié ce dimanche, les affrontements opposant la tribu Al-Masalit aux nomades arabes d'Al-Genaïna ont fait une cinquantaine de morts dans les 2 derniers jours. Récemment, l'État du Darfour occidental a connu une recrudescence des affrontements tribaux et des attaques de milices. Fin décembre, alors que la MINUAD annonçait la fin de son mandat, une quinzaine de personnes ont trouvé la mort dans une énième attaque. Depuis 2007, les militaires de la mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine patrouillent la région pour tenter de décourager toute attaque contre les populations civiles. Mais avec le retrait des troupes internationales censé commencer en janvier, de nombreux habitants du Darfour craignent que le conflit qui dure depuis 2003 augmente à nouveau en intensité. Si le gouvernement soudanais a dit vouloir assurer la protection des populations locales, beaucoup craignent d'être une nouvelle fois abandonnés à leur sort. Toujours à l'étranger, les autorités égyptiennes ont dévoilé ce dimanche au public de nouveaux trésors archéologiques découverts dans la nécropole de Saqqara, dont une cinquantaine de sarcophages du Nouvel Empire vieux de plus de 3000 ans. La nécropole de Saqqara en Égypte et de nouveaux trésors archéologiques mis au jour, dont un temple funéraire datant de plus de 2500 ans, celui de la reine Nit. Les archéologues œuvrent sur ce site depuis 2007. Leur travail et leur passion sont portés leurs fruits. Cette découverte est fructueuse. Nous avons trouvé 22 puits funéraires, dont un contenant 54 sarcophages. À l'intérieur de chacun d'entre eux se trouve une momie. Nous avons même trouvé un papyrus long de 5 mètres. Et 12 mètres, c'est la profondeur des puits funéraires découverts près de la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la 6e dynastie de l'Ancien Empire. Des nouvelles découvertes qualifiées de majeures par les archéologues, car elles pourraient apporter des informations supplémentaires sur l'histoire de Saqqara, là où en novembre dernier déjà une centaine de sarcophages avaient été trouvés. La découverte la plus importante aujourd'hui, à mon avis, est le temple funéraire qui appartient à cette pyramide. Il date de 4200 ans, soit la 6e et dernière dynastie de l'Ancien Empire. Et à côté de ce temple, nous avons trouvé des entrepôts qui contenaient les outils utilisés lors des rituels. Au-delà de leur aspect historique, l'Égypte espère que ces découvertes stimuleront le tourisme, secteur qui a connu de nombreuses difficultés de la révolution de 2011 à la pandémie de coronavirus. Et du sport pour refermer cette édition. Deuxième jour de compétition dans le CHAN 2020 et première journée dans le groupe B. Tout à l'heure, les Léopards de la RD Congo ont remporté le derby du fleuve face aux Diables Rouges de Congo sur la plus petite des marques. Une réalisation signée Chico Ushindi Wakubanza à la 47e minute de jeu. Et en première opposition cet après-midi, dans la poule B, la Libye et le Niger se sont quittés sur le score de 0-0. Et au classement, après cette première journée, donne la RD Congo première avec 3 points plus 1, suivi du Niger et de la Libye avec 1 point chacun. Le Congo-Brazza est dernier avec 0 points moins 1. Demain, le groupe C entre en compétition avec 2 affiches. Maroc-Togo à 16h, Rwanda-Ouganda à 19h. Des rencontres à suivre en direct et en intégralité sur la RTB. Et vous aurez plus d'informations sur le CHAN, le Faso Foot Division 2 et la première division féminine dans votre émission Intégral Foot de demain lundi à partir de 22h. On s'arrête là donc pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.